Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à l'affaire Cédric Jubilard, une affaire complexe. Marquée, on le sait, par la disparition de Delphine Jubilard fin 2020. Et ce qui frappe d'emblée, c'est l'absence quasi totale de preuves matérielles. Pas de corps, pas d'armes, pas vraiment de scène de crime établie. Exactement. Et c'est ce vide, en fait, qui rend l'affaire si particulière. Face à ça, l'accusation a dû construire son dossier autrement, sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices, des éléments qui, mis ensemble, pointeraient vers Cédric Jubilard. Et au centre de tout ça, on trouve quoi? Son profil psychologique, son comportement. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce portrait, ce profil qui ressort des expertises, des témoignages, pour comprendre comment la personnalité peut devenir une pièce maîtresse quand les preuves manquent. Allez, on y va. Alors commençons par les expertises psy. Il y en a eu 2, c'est ça? Pendant sa détention. Oui, 2 expertises psychiatriques. Et le résultat principal, c'est qu'il est considéré comme ayant une intelligence normale. Et surtout, il est jugé pénalement responsable. Donc, pas de trouble psy qui aurait pu abolir son discernement au moment des faits présumés. D'accord. Ça, c'est crucial pour l'accusation, j'imagine. Ça écarte la folie, en quelque sorte. Tout à fait. Ça ferme cette porte-là pour la défense. Mais les experts parlent quand même d'une personnalité déroutante. Ils le décrivent comme égocentrique, arrogant, provocateur, même psychorigide. Des traits de caractère assez forts, donc? Oui, des traits qui, attention, ne sont pas des délits. Mais l'accusation s'en sert pour dessiner un portrait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est décrit comme ayant une intelligence pratique, situationnelle, capable de s'adapter à la personne en face, de dire tout et son contraire, une certaine flexibilité verbale, quoi. Une flexibilité qui contraste avec le côté psychorigide, c'est ça, qui est déroutant. C'est une partie de ce côté déroutant, oui. Cette espèce de mélange entre rigidité et adaptabilité, voire manipulation. Et cette personnalité, d'où viendrait-elle? L'enquête de personnalité, elle dit quoi? Elle pointe une enfance difficile. Chahutée, c'est le terme, ballottée de foyer en foyer. On parle d'un vide affectif, d'un manque de validation parentale, et certains rapports suggèrent qu'il aurait pu construire ses relations sur un modèle de domination. Ça oui. Et là, l'accusation fait le lien avec le mobile potentiel. Justement, pour l'accusation, la volonté de Delphine de divorcer, de refaire sa vie, ça aurait été vécu comme une perte de contrôle, insupportable pour cette structure de personnalité, une bascule vers la position de dominé qu'il n'aurait pas acceptée. D'accord. Ça, c'est pour le profil psy. Mais il y a aussi le comportement de Cédric Jubilard qui est scruté avant et après la disparition, n'est-ce pas? Absolument. Et là, ça devient assez troublant pour l'accusation. Certains le décrivent comme un menteur permanent. Son attitude après la disparition de Delphine est qualifiée de détachée, d'énigmatique. Il y a aussi ces phrases qu'il aurait prononcées avant, des menaces. Oui, des propos rapportés comme « je vais la tuer », ce genre de choses. Et puis, il y a surtout ce qui se serait passé en détention, les confidences présumées. Les aveux rapportés par un codétenu. Par un codétenu, par d'anciennes compagnes aussi, les versions divergent un peu, mais certains détails reviennent, comme l'idée d'une strangulation ou des indications sur un lieu possible pour le corps, sans oublier des propos plus provocateurs, où il se serait vanté d'être le meurtrier parfait. Bon, face à tout ça, ce portrait quand même très à charge basé sur la personnalité, le comportement, la défense doit réagir fortement. Ah oui, la défense monte au créneau. Elle parle de caricature. Elle dénonce un procès fait à la personnalité, pas aux faits. Pour eux, il est peut-être maladroit, agaçant. Et pas un tueur. Voilà, leur ligne, c'est ça. Ils attaquent la crédibilité des témoins qui rapportent les aveux, ils soulignent les incohérences possibles, les motivations de ces témoins, et surtout, ils reviennent sans cesse sur le point central, l'absence totale, criante, de preuves matérielles. Pas une trace ADN, rien. Il parle de construction narrative. Exactement. Une histoire construite contre lui. Et il rappelle souvent l'affaire Viguier. Oui, une affaire où il y avait aussi absence de corps, une accusation forte sur la personnalité et qui s'est terminée par un acquittement. C'est ça. Pour la défense, c'est un avertissement. Le risque de condamner sur des impressions, sur un profil plutôt que sur des preuves tangibles. Alors, si on résume ce deep dive, on a d'un côté un profil psychologique complexe, des comportements jugés troublants, qui forment le cœur de l'accusation, faute de mieux on pourrait dire. Oui, faute de preuves matérielles irréfutables. Et de l'autre côté, une défense qui crie à la caricature, au danger de condamner quelqu'un sur ce qu'il est supposé être, plutôt que sur des faits prouvés.
L'affaire Jubilard, elle met vraiment en lumière ce défi immense pour la justice. Jusqu'où peut-on aller dans l'interprétation du comportement, de la psyché, quand les faits matériels sont absents? C'est vertigineux comme question. Et ça nous laisse avec cette interrogation finale, je pense. Dans ce vide probatoire, comment être certain de distinguer ce qui relève juste d'une personnalité jugée déroutante des indices réels d'une culpabilité? Une question qui va sûrement continuer à peser lourdement sur cette affaire.